Vous avez parlé des jeunes tout à l'heure. Bertin, sur l'écoute, le président dit qu'il va fonder justement sa politique pour ce septennat sur ces consultations-là, parce qu'à travers les consultations, il a pu écouter les besoins des populations. Est-ce que ces consultations-là peuvent être un socle fiable, une base fiable pour engager un travail? Quand on peut interroger les rapports, est-ce qu'ils sont fidèles? Quand on peut interroger également le casting des consultés, est-ce qu'on peut se baser sur ce qu'on a vu au palais pour conclure qu'on sait désormais quelles sont les frustrations réelles des Camerounais? Jean-Jacques, il y a quelque chose que nous devons noter. Le Cameroun est détruit avec les tendances. Ça fait que personne ne sort de nulle part. C'est-à-dire que toute personne qui arrive quelque part est côtoyé par X ou Y. Charles Ateba, il avait parlé d'un pays des liens. Oui, des liens, des tendances, des réseaux et de tout ce que nous connaissons. Oui. Et je pense que c'est dans ce sens que le chef de l'État a un sérieux problème. J'avais aimé le geste que le ministre Ngal avait fait quand il était arrivé aux enseignements secondaires. C'est débarrasser des gens qui étaient là-bas à l'intérieur du ministère. Il les a envoyés loin, que partir aussi travailler là où les autres sont. Il a fait venir de nouvelles personnes. Et je suis sûr que quand on vous prend de cette façon, Jean-Jacques, vous êtes contraint de travailler. Parce que vous avez vu comment une grosse tête est tombée. Il y a des gens, que ce soit au cabinet, au secrétariat, au premier ministère, même à l'Assemblée, partout, qui savent que tant que Jean-Jacques est là, versez-moi l'eau. Il y a un célèbre maire qui ça ne va pas me toucher. Un célèbre maire par l'eau de Yaoundé. Oui. Tant que il a même si vous faites comment, je pense que la chose la plus difficile pour le chef de l'État, c'est qu'il y a eu des formations des réseaux qui sont devenus vraiment des carcasses dures. Il le connaît. Et comme il a dit cet après-midi, aujourd'hui, en mettant un accent au niveau de la corruption, il faut qu'avant qu'il ne fasse le remaniement, qu'il prenne d'abord certains dossiers qui doivent être quelque part, il les envoie d'abord là où il faut. Là maintenant, il aura le temps de trouver les vides. Il allait piquer les gens n'importe où pour servir le Cameroun. Jean-Jacques, je suis certain que le problème du Cameroun n'est pas assez au niveau intellectuel, c'est la rigueur, la mise en application. Au point où, si vous ne le faites pas, vous devez être conscient de ce qui va vous arriver. La rigueur dans la gestion. La rigueur dans la gestion. La moralisation des biens. C'est dans ce sens que le Cameroun va se régresser. Et si le président de la République va dans ce sens-là, il n'aura pas 4 ans pour régler un certain nombre de choses. Ce qui ne sera pas facile, au moins vous avez défini. Ça ne sera pas facile, je continue en disant que... Le tâche de tous ces réseaux-là. Monsieur Gilbert Tchimevouna, je le cite parce que quand quelqu'un fait du bien, il y a lieu de prendre cet exemple, même si c'est qui. Lorsqu'il est venu à Yaoundé, il y avait des mythes, des gens qui sont passés avant lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La rigueur. Les gens ont voulu bavarder, il a dit que bon, moi je vais marcher avec le cercueil. La personne qui veut me tuer, il me met une fois dans le cercueil. Au bout d'un certain temps, il a posé la question aux gens pour savoir, est-ce que vous voyez encore tous ces gens au bord de la route? Il a été très sincère. Donc, le chef de l'État, pendant ce mandat, il se doit de se débarrasser des gens qui savent que tant qu'il est encore là, ils sont à l'abri du danger. D'accord, Mohamed Ali. Il dit, et il a cité ces consultations qui ont eu lieu à la présidence de la République, comme lui ayant donné quelques informations, et que ça pourrait être une base de travail pour comprendre les besoins, les revendications des Camerounais. Est-ce que dans une république, des réseaux, des clans, tels qu'indiqué par Bertin tout à l'heure, il ne part pas sur une mauvaise base? Jean-Jacques Zé, le président ne part pas sur une mauvaise base. Ce n'est pas le militant qui parle, mais le jeune. En tant qu'étudiant en journalisme, je pourrais vous dire que les faits, c'est les faits. Il y a eu les consultations, mais il y a eu les élections. Et qui a été consulté? Et nous avons vu les résultats. Oui. Quand vous étiez habitué à gagner avec 72%,
82% et que vous êtes à 53%, je pense que le message est clair. Nous devons, nous qui pensons aimer le président, nous mettre au travail. Et là, je parle de ses collaborateurs. Les consultations ont eu lieu. Le résultat sûrement est sur la table du président. Mais le président de la République a vu les résultats des élections. Parce qu'au sortir de ces consultations, les gens ont donné... Certains disaient, ouais, tout est bien, tout va pour le mieux. Ceux qui étaient militants disaient qu'on va gagner, il n'y a pas de problème, ainsi de suite. Et le résultat est là. Moi, je pense qu'il faut plus travailler avec le résultat du terrain. Parce que le résultat du terrain, c'est le résultat du terrain. Moi qui suis militant du RDPC, si avant les élections, vous m'auriez dit que nous allons gagner avec 53%, je vous aurais dit non. Parce que je sais que le RDPC, c'est un parti qui est implanté partout. Mais le peuple a envoyé un message. Le message, c'est quoi? Il faut désormais faire différemment. Je vous ai parlé tout à l'heure des lourdeurs administratives, Jean-Jacques. Comment fait-on pour voter la loi, le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées en 2019, précisément la loi du 24 décembre 2019, et qu'on se retrouve en 2025, pratiquement en décembre, et on vous dit qu'on attend les décrets d'application. Mais bon Dieu, ces décrets d'application vont venir du ciel, que les ministres en charge, et ça c'est le jeune, l'enfant qui parle à ses parents, que des hommes qui sont en charge de ces dossiers les liquident. La fonction publique locale, Jean-Jacques, on attend le décret d'application. Non, je suis en train de dire ceci, que ceux qui sont en charge de certains dossiers, je prends les cas les plus simples. Comment peut-on promouvoir le développement, la décentralisation et avoir encore les agents communaux qui cumulent comme à Yokadouma? On parle de 17 mois. Bon, après, quand on fait l'exploit de payer 2 mois, on célèbre ça dans les réseaux sociaux. Mais Jean-Jacques Zé, on doit pousser un peu plus loin. Nous, les jeunes, ce que nous voulons, la politique des hommes qui a été consultée, qui n'a pas été consultée, je peux vous dire que la jeunesse n'a même pas besoin de certaines informations. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est une mutation des institutions. Le Fonds national de l'emploi, Jean-Jacques, en parlons. Le Fonds national de l'emploi est incapable de faire passer les communiqués dans les radios communautaires pour dire même que voici l'offre d'emploi. C'est-à-dire, si vous êtes à Yokadouma et que vous devez payer le transport Salapumbe pour venir à Bertoua regarder l'offre d'emploi, mais ça veut dire que pour venir lire au Babia, parfois même vous pouvez arriver après. Que ces institutions se mettent au service de la jeunesse. Que le Fonds national de l'emploi devienne le Fonds régional de l'emploi. Dans chaque région, que le président du conseil régional crée le Fonds régional de l'emploi. Que cette institution qui est là en haut peut être une institution d'orientation stratégique. Au niveau des mairies, Jean-Jacques, si on dit par exemple qu'on veut seulement construire les maisons, on peut faire des briques de terre. Comme nous on construit dans nos villages, on recrute 10 jeunes, on met à leur disposition une machine et la machine produit de l'argent, les populations déboursent un peu d'argent pour avoir des briques pour construire des maisons. Ça crée des emplois. Mais quand Jean-Jacques Zé, parce que la décentralisation, moi je me fais l'avocat de la décentralisation. Le chef de l'État dit que le développement passera par la décentralisation. Et moi j'y crois. Pourquoi je viendrais faire l'ENAM si je peux me faire recruter comme celle comme dans une mairie au terme de ma formation? Je n'ai pas besoin d'aller... c'est plus pragmatique. Jean-Jacques, je termine rapidement en disant que les décrets d'application qu'on attend pendant 5 ans, sincèrement, ça n'aide pas la jeunesse. Lorsqu'on crée un fonds, on dit aider la jeunesse, que l'élite, les ministres qui sont en charge de ces dossiers, donne ses argent aux vrais jeunes, pas les jeunes préfabriqués, parce qu'on est dans un pays où les gens sont très forts, ingénieux, et ils fabriquent des jeunes à qui ils donnent. Quand on vous dit comment l'élection au niveau du Conseil national de la communication se passe, Jean-Jacques, parfois vous avez des jeunes préfabriqués, vous regardez un profil, Jean-Jacques, vous vous demandez si celui-ci, en tant que président régional ou départemental, qu'est-ce qu'il va dire comme proposition? Ils se réunissent à Yaoundé, on leur donne un petit budget, ils rentrent. Et il n'aide pas à la fin le chef de l'État qui nous aime, nous les jeunes, et à un moment donné déconnecté de sa jeunesse à travers. Nous aimons notre président et nous voulons simplement que ses collaborateurs nous impliquent. S'ils ont besoin des idées, nous les jeunes, nous sommes là. Jean-Jacques, seulement à travers même la vente du crédit de communication, Jean-Jacques, les familles vivent, non? Pourquoi donc on est incapable dans un pays comme le Cameroun d'avoir des idées pour cadrer les jeunes?
Si on vous dit, par exemple, Jean-Jacques, je prends un exemple simple. On va sortir par là. Une entreprise de presse qui fonctionne normalement, une radio communautaire. Si vous avez une radio communautaire, vous pensez que si quelqu'un est bien payé, il va aller chercher à travailler à France 24? Je ne pense pas. C'est clair. Alors, il dit que dans le cadre de ce septennat, il va très rapidement mettre en place des mécanismes d'accélération des projets en cours. Il parle de l'électricité, notamment les barrages hydroélectriques. Il parle des routes. Il parle également de la santé. On a ce problème d'électricité jusqu'à présent. Et là, on parle d'accélération des projets. Nachtigal et autres. On ne voit pas déjà les premiers résultats de ces premières infrastructures. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle maintenant ou... Allons-y en 3 minutes. L'essentiel. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur le domaine de l'énergie, mais le modèle qu'on a aujourd'hui, il parle d'accélération. On se rend bien compte dans cette accélération, on reste avec le même modèle de barrage hydroélectrique. Le cas le plus interrogateur reste Nachtigal. Tout à fait. Permettez-moi de revenir sur la question posée par les jeunes, sur le fait qu'ils doutent du dispositif actuel mis en place pour soutenir les jeunes, parce que ce n'est pas assez transparent, ce n'est pas assez efficace. Oui. Ce que je peux leur dire, c'est que très rapidement, on l'a fait dans les autres pays comme le Rwanda, un peu partout, on peut aider à mettre en place un projet sur 5 ans avec des ressources qui va appuyer les jeunes de manière transparente, l'entrepreneuriat, on les met ensemble, on les aide à mettre en place des outils de gestion. Et si, par exemple, l'État a une politique volontariste, par exemple, pour appuyer les jeunes et les femmes qui veulent accéder, par exemple, à la commande publique, on les accompagne à gérer une entreprise. Et on a des objectifs. On peut se dire, à la fin du programme, on veut toucher 500 000 jeunes. Et ça, on l'a déjà fait. Je l'ai fait personnellement auparavant. Donc, on peut aider notre pays à obtenir ce type de programme. Et la faiblesse qu'on a dans notre dispositif actuel, c'est qu'on va souvent avec les ressources budgétaires, les ressources propres qui sont assez limitées, qui font que souvent on met de l'argent dans les frais de fonctionnement, mais concrètement pour soutenir les jeunes, il n'y a pas assez de ressources et il manque de transparence dans le processus. On peut essayer d'allier les ressources du pays et puis le savoir-faire et les ressources des bailleurs. Ça peut se faire. Maintenant, pour revenir au secteur de l'électricité, c'est un obstacle majeur au développement de notre pays. Bon, il y a plusieurs contraintes. Vous avez parlé de Nachtigal. C'est un projet qui était censé nous apporter une nouvelle capacité de 420 MW. Bon, lorsque je regarde le montage de ce projet, qui a été développé en PPP, il y a quelques soucis. Ça n'a pas été monté comme ça aurait dû être fait. Pourquoi? Non, ne soyez pas rabat-joie. On a célébré. Pourquoi donc? On a célébré quand même Nachtigal. Pour plusieurs raisons. On a pris un barrage de 420 MW qui a coûté 1,2 milliard de dollars. Et on a fait un PPP avec un schéma où on finance par actionnariat. Et puis, c'est une infime partie. Et puis, le gros du financement est fait par l'endettement, par la dette. Alors, chaque organisme et l'État, chacun vient avoir une petite part dans le capital. Sachant que de l'autre côté, si c'est financé essentiellement par la dette, ça ne va pas tenir. Et on dit que c'est Eneo qui va racheter l'électricité à EDF. Qu'on utilise ou pas, on paye 10 milliards de francs CFA par mois. Or, ça veut dire qu'actuellement, nous sommes déjà en train de payer. Oui, or, quand on regarde... Donc, on consomme ou pas. Et j'avais conseillé à l'État camerounais, à l'époque, quand on voulait donner la concession à Eneo, je m'y étais opposé. Et aujourd'hui, on se rend compte que, bon, on donne à Eneo, mais Eneo n'a pas la ressource depuis qu'il est là depuis 8 ans pour investir lui-même, même dans les lignes de distribution. Il n'a pas de ressources. Et le pire, c'est qu'une fois que l'électricité est produite, il y a une chaîne, il faut transporter. Oui. Ensuite, il faut les lignes de transport qui n'a pas de ressources. Et on a oublié, on n'a pas construit les lignes de transport pour fournir l'électricité. Donc, celui qui devait acheter lui-même, Eneo, il a des dettes de près de 800 milliards de francs CFA. Donc, il n'a pas la capacité financière d'acheter la production électrique d'EDF. Et l'État a donné une garantie en disant, si Eneo est défaillant, nous, on paye.
Or, deux vrais problèmes. Un, on n'a pas la capacité financière. Deux, on a oublié de construire les lignes. On n'a pas construit les lignes de transport. Donc, si c'est produit, donc ça nous fait une dette supplémentaire de près de 120 milliards par an. Et je rentre d'Éthiopie où ils ont fait un barrage de 5000 mégawatts. Et ils ont fait Il y a fait 14 ans pour le construire. Oui, sur financement interne. Ils ont dit pas de dette vis-à-vis de l'extérieur. Ils ont mobilisé les ressources internes et celles de la diaspora. 5000 mégawatts, ça a coûté 4,8 milliards de dollars. Et ça va rapporter des bénéfices, des recettes de 1 milliard de dollars à l'État par an. Puisqu'il n'y a pas de dette à payer. Oui. Non, c'est qu'ils exportent leur électricité auprès de pays comme le Kenya, la Somalie, la Tanzanie, les pays de la sous-région. Donc, on a travaillé sur tout l'écosystème, construction de barrages, ligne de transport, distribution. Et cette vision holistique a manqué chez nous et c'est celle qui domine dans la plupart des investissements publics au Cameroun. Il faut travailler sur tout l'écosystème pour voir si c'est rentable ou pas. Donc, d'une part, on a le barrage éthiopien qui a coûté 4 fois plus cher, 5000 mégawatts, 4 fois plus cher que notre barrage qui a coûté 1,2 milliard. Mais en termes de production électrique, eux, ils produisent 11,5% de plus que nous. Donc, coût 4 fois de plus, production électrique 11 fois de plus que nous. Vous voyez le déséquilibre. Mais le pire, c'est dans la gestion financière du projet où, chez eux, l'argent public qu'on a mis dans la construction du barrage va rapporter 1 milliard de dollars à l'État de manière sur une longue période. Chez nous, ça va générer une dette potentielle de 10 milliards par mois, dans une phase où nous voyons comment notre population souffre, comment les Camerounais sont confrontés à la vie chère, comment il n'y a pas d'infrastructure économique et sociale. Bon, je dis que... en un mot. Et en un mot... c'est quoi? C'est un éléphant blanc. Et en un mot, ça c'est des erreurs qu'on aurait pu éviter si on avait ne serait-ce que des consultations entre nous. Vous consultez les États, mais vous ne consultez pas l'État. Vous ne conseillez pas l'État du Cameroun? Non, moi, il y a la SFI. Moi, j'étais à la SFI avant. Oui. Il y a les gens de Africa 50. Bon, quand il y a des mécanismes comme ça, j'ai beaucoup travaillé sur les PPP. Même de manière informelle, on peut donner des idées, même si on n'est pas... Bon, malheureusement, on a cette situation. En clair, il faudra restructurer ce projet. Mais de manière plus globale, c'est tout... Restructurer un projet qui nous fait déjà dépenser 10 milliards chaque année. Non, je dis, il faudra... Parce que, vu le poids financier qui a été... Oui, il faut corriger. Il faut corriger. Il faut voir ce qu'on peut corriger. Mais au-delà de ça, c'est l'ensemble du secteur de l'électricité qu'il faut complètement réformer. On pourra y revenir. Mon message, pour être simple, c'est que dans tous les services publics comme l'eau, l'électricité, les télécoms, Camrail, les bailleurs de fonds nous ont vendu un modèle qu'on n'arrive pas à gérer et ils n'ont pas fait le service après-vente. Et on a les résultats aujourd'hui. Il nous appartient, si on veut véritablement relancer l'économie du Cameroun, réorganiser complètement ces secteurs pour qu'ils puissent fournir des services à la population qui soient efficaces. Alors le président est sur accélérer les projets en cours. Oui. Vous vous dites qu'il faut réorganiser, il faut corriger, parce que si on accélère, on ne sait pas ce que sont devenus les Mekines, les Memveleux et Conseil jusqu'à présent. Hein. Si je peux me permettre. Rapidement. L'une des faiblesses qu'on a également au Cameroun, c'est au niveau de l'exécution de l'investissement public, la maturation des projets. Là-dedans, on a deux problèmes. C'est que pendant longtemps, on n'a pas suffisamment investi au niveau de la création d'infrastructures. La deuxième chose, quand on investit, on le fait de manière improvisée. Il n'y a pas une maturation. On peut venir, on vous dit non. On vient de rencontrer des Turcs ou des Chinois qui ont telle solution. Ils arrivent, on n'essaie pas de voir si ça s'inscrit dans l'écosystème d'ensemble du projet. On engage des dépenses, in fine, on se rend compte que le projet n'est pas viable. Donc il faut retravailler en amont. Et j'ai vu, il y a des solutions à cela. Quand on a des capacités
institutionnel faible au niveau de l'ensemble du gouvernement. Il faut créer des structures capables de piloter les projets d'investissement. J'ai vu par exemple la Côte d'Ivoire mettre en œuvre ce type de mécanisme où on sait que par exemple les ministères sociaux, ils ont du mal à travailler sur les budgets, sur la finance, les budgets. On a créé un organisme autonome à part où on attire les ingénieurs, des financiers qui sont mieux payés que les gens de la fonction publique. Et ils sont là, même quand il y a de nouveaux ouvrages à construire, c'est eux qui sont les interlocuteurs des étrangers, des entreprises étrangères. Ils font le contrôle qualité et ils aident à contrôler toute la mise en œuvre. Bon, ça, c'est des mécanismes qu'on peut mettre en place ici chez nous. Mais il y a eu un énorme gaspillage de ressources au niveau de l'investissement public. Et l'autre chose, c'est qu'on n'arrive même pas souvent à utiliser toutes les ressources de l'investissement public. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des problèmes, on a des routes, on a des besoins, on approuve des crédits pour le Cameroun, mais les projets ne décaissent pas. Donc la ressource, elle ne décaisse pas pour créer les infrastructures qu'elle est censée créer. Donc il faut travailler sur toutes ces... D'accord, merci beaucoup Eugène Niambal d'être venu nous donner ces éléments d'information sur le plateau. Bonsoir tout le panel, très bon courage à votre émission qui est Clair Plus Plus. Très beau discours du chef de l'État avec des ambitions de mettre les jeunes et les femmes au top. Vive la République debout. Michel de Campagne qui lui est totalement satisfait. Bonsoir Jean-Jacques, le discours du président de la République est relativement acceptable en insistant sur les entreprises et les financements des projets. Il privilégie les entrepreneurs au détriment des jeunes diplômés. On se serait attendu à ce qu'il annonce un recrutement massif sur titre à la fonction publique, comme il avait fait en 2011 avec les 25 000 jeunes. Il est inadmissible que l'État crée des universités et après que les étudiants aient obtenu des licences et masters, ils vous font comprendre qu'il faut entreprendre. Pourquoi n'avait-il pas créé des lycées et collèges agricoles pour éviter cette situation? L'État a été seul responsable. Alors c'est assez long. Merci Zouldé depuis Bertoua pour votre participation aussi. Bonsoir, ainsi qu'à votre panel. Pour ma part, je pense que le président Paul Biya doit son score à 2 partenaires. On va trouver le message actualisé. Voilà. Je crois que bonsoir. Nous retenons du discours de Paul Biya une seule chose, des promesses et encore des promesses. Et des questions. Quelle transparence dans le recrutement des jeunes dans les écoles normales? Quelle transparence dans le financement des projets jeunes qui mettra fin à la corruption? Quel suivi et quel contrôle? La route vers le changement est encore parsemée de trop d'embûches et nous avons encore pour 6 ans et 355 jours. Ça fait... Bonsoir, monsieur Zé. Vous êtes un journaliste hors du commun. Je voudrais que vous persistiez sur les propositions en regroupant des gens comme ce jeune sur le plateau et l'économiste. Veillez et dénoncez. Ceci aidera le nouveau septennat. Christian de Douala Christian, puisqu'on ne nous a pas appelé pour les consultations, on les fait en direct. Ici, là. Les consultations, oui, mais qui va parler au nom de qui? Il faudrait travailler sur la participation et la représentation légitime au préalable. Bonsoir, parce qu'il doute un peu de ces consultations-là. Bonsoir, je suis de Messamena. Je souhaite rencontrer des projets dans le cadre des BRICS. J'ai eu le privilège de suivre ton émission. D'accord, j'espère que les qualités... Il faut rencontrer M. Niambal qui a des qualités. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Pour le problème de l'électricité, les Camerounais veulent tout, l'électricité, mais quand vous voyez les chiffres d'abonnés des NEO, c'est 2 millions sur 30 millions. Donc on veut l'électricité, mais on ne veut pas s'abonner de façon légale. Il parle également du vol de l'électricité dans notre pays, pour comprendre tout cela. Alors sur les domaines appelés à être accélérés par le chef de l'État, l'électricité, la route, la santé, et ça dit qu'il observe quand même que dans ce secteur-là, ça n'avance pas beaucoup. Mon cher Jean-Jacques, vous savez très bien qu'en matière d'infrastructure routière, il y a des efforts qui sont faits, mais très souvent, ces efforts, parfois, ne se traduisent toujours pas par des résultats concrets sur le terrain. Vous voyez, le ministère des Travaux publics, c'est quand même le ministère qui a le plus gros budget de l'État. Et quand on a l'habitude de regarder, par exemple, les journaux dans nos chaînes de télévision, on voit très bien le ministre des Travaux publics qui est toujours sur le terrain. Ouais.
Mais après, bon, il y a des choses qui sont réalisées. C'est-à-dire vraiment des routes qu'on a construites. Mais il y a des lenteurs qu'on observe dans certaines constructions. Et on ne peut pas dire de façon tranchée que les résultats sont négatifs. Non. Il y a quand même des routes, n'est-ce pas, qui sont visibles aujourd'hui. Quand je vois la route Yaoundé-Bafoussam, et quand je vois même la ville de Bafoussam qui est très bien construite, avec des routes partout, qui... Et lorsque vous regardez Yaoundé, quand je regarde, Maroua, il y a parfois un déséquilibre, vous voyez, et c'est ce déséquilibre parfois qui amène, très bien, qui amène, voilà, qui amène les autres à croire que il y a quand même beaucoup de choses à faire encore dans ce secteur-là. Donc, si le chef de l'État revient sur les problèmes de route, sur les problèmes de santé, c'est parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans ces domaines-là et c'est parce que lui-même observe, je crois, les limites par rapport aux efforts qui sont fournis. En fait, par les ministères sectoriels. Vous pensez que le problème des routes, le spécialiste va répondre tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le problème des routes est directement lié à ceux qui ont la charge de ces ministères, ou alors la capacité et la qualité des budgets qu'on met pour faire ces routes-là et la volonté qu'on y met? Vous pensez qu'il y a suffisamment de volonté et de moyens, et le problème serait par exemple le ministre? Non, moi je crois que... Moi j'ai été membre de la commission des finances et du budget quand j'étais député à l'Assemblée nationale, entre 2013 et 2020. Mais je peux vous dire que très souvent, vous savez, le budget c'est un acte de condition. C'est-à-dire, on vote le budget en attendant que les recettes, les dépenses, tout ça... En fait, il faut que ce budget soit constitué après. C'est-à-dire, avec les recettes qu'on aura par rapport aux impôts, fiscalité de porte, fiscalité diverses. C'est pour cela que je dis oui, on vote le budget, mais souvent, ce budget n'est toujours pas exécuté à 100%, parce qu'on peut aboutir très souvent, n'est-ce pas, au manque de moyens financiers qui devrait normalement amener le responsable de ce ministère sectoriel à payer ceux qui exécutent les travaux et je dirais à réceptionner les travaux déjà même exécutés. Donc on a des problèmes budgétaires, certains. Et comme l'a relevé le collègue tout à l'heure, il a parlé des investissements qui ne sont pas toujours bien faits. Moi j'ai été président du comité régional de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public. Et au niveau de ce contrôle, moi je me suis rendu compte qu'effectivement les travaux étaient très mal faits, très mal faits, et parfois on les réceptionnait. Une salle de classe qu'on réceptionne et qui se fissure après 6 mois n'a pas été bien construite. Si un sac de ciment peut donner... Oui, elle est quand même réceptionnée. Si un sac de ciment peut donner lieu à 100 parpaings, alors qu'on sait très bien que les 100 parpaings sont très fragiles, ces fissures peuvent facilement être provoquées. Donc, il y avait souvent la société civile qui venait, après avoir filmé les travaux sur le terrain, et on voyait comment ces travaux étaient réalisés. Et très souvent, bon, les mêmes parfois soumissionnaient et on leur donnait toujours, n'est-ce pas, des marchés, alors que très souvent, ils ont très mal travaillé par rapport aux autres marchés qu'ils ont soumissionnés et qu'ils ont Et le pauvre député, il fait bon, à ce moment-là, le président, vous faites votre rapport, vous adressez au ministre de l'économie et de l'aménagement du territoire, et il y a un jour comme ça consacré à l'étude de ces différents rapports, et c'est le comité national qui siège sous la présidence du ministre de l'économie. Il y a parfois le ministre des Finances qui est là, mais je dois vous dire que très souvent, pour conclure, je dirais que le budget est là, mais le budget n'est toujours pas suffisant pour couvrir l'ensemble des projets défendus devant la commission des finances et du budget. Voilà qui est clair. Donc on a des difficultés sur le plan budgétaire. D'accord. Budget, qualité d'infrastructure, livraison fantaisiste, les rapports fantaisistes également, mais tout cela se résume à la corruption. Parce que s'il n'y a pas de corruption autour de tout cela, et le président Biya dit que l'avènement d'un Cameroun nouveau, stable et prospère est en marche. Et cela passe par une politique de main tendue. Il tend la main à tous du Cameroun et de la diaspora pour que chacun puisse qu'on jette ensemble les bases d'un avenir prometteur pour la jeunesse, l'union sacrée. Alors cette main tendue, qu'est-ce qu'on met dedans pour construire cette union sacrée? Qu'est-ce qui
met à l'intérieur? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'ils mettent à l'intérieur? C'est là, c'est l'ouverture d'une, comment je veux ça, l'affirmation d'une république ouverte, une république de tolérance et participative. Participative. Oui. Le chef de l'État tend la main à tout le peuple camerounais pour un développement à moi. Participatif. Quelle forme il donne à ce joignez-vous à moi? Chacun de nous, le chef de l'État est devant. Chacun de nous doit désormais œuvrer pour le développement du Cameroun. Et nous avons devant nous un guide, un visionnaire, le président de la République. Est-ce que c'est possible avec l'environnement, l'entourage qui a été présenté ici? Le président est quand même un peu pris en otage. La main tendue va plus loin. Oui, c'est possible. La main tendue va plus loin. Il ne s'agit pas seulement, c'est-à-dire même les acteurs politiques, les opposants, les hommes politiques, le chef de l'État leur tend la main. J'espère maintenant que le chef d'État sera ouvert, n'est-ce pas, aux propositions qui viendront du peuple, du moins de tous les composants de la société, parce que, voyez-vous, le chef de l'État, j'ai l'impression, ne veut plus opérer seul. Désormais, il va agir en disant, c'est le peuple qui m'a demandé de faire. Il dit, joignez-vous à moi, l'heure est au rassemblement. C'est l'union sacrée. L'union sacrée autour du président de la République pour affronter les défis du futur. Et je me dis, moi en tant que jeune, lorsque je vois cette main tendue, et c'est le message que je voudrais, n'est-ce pas, apporter à la jeunesse aujourd'hui, je me réjouis de savoir que nous avons des jeunes qui l'ont tôt compris, comme l'étudiant qui est devant moi, et il l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, sur 10 jeunes, au moins 8 soutiennent le président de la République. N'écoutons pas les sirènes de la division. Il y en a qui soutiennent le président de la République, qui veulent bien l'accompagner, et nous leur disons que c'est le moment est donc venu pour se lever et comment je vais dire ça, de soutenir l'action du président de la République. Mais qu'est-ce que le président fait? Vous avez vu, vous avez entendu le président le dire, il va désormais mettre un accent particulier sur les jeunes et les femmes. Il a dit en 2018 aussi. Hein. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'entame de l'émission, j'ai trouvé le chef de l'État sincère dans son discours. Et je me dis que cette fois-ci, il l'a compris. D'accord. Il a compris les frustrations des jeunes. Et il ne peut plus blaguer avec cette jeunesse-là. Le chef de l'État ne peut plus s'amuser avec cette jeunesse. Et je crois que si nous nous levons tous, avec l'amour de la patrie, hein, c'est-à-dire nous disons en tant que patriotes que nous accompagnons le chef de l'État, nous allons véritablement atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Maintenant, moi, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Jacques, au-delà des infrastructures à mettre en place, je vais dire, qui accompagneront les jeunes et les personnes qui vont accompagner, à nommer à certains postes de responsabilité, il va falloir, et c'est une doléance, que le chef de l'État implémente l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. C'est-à-dire qu'il faudrait que ceux qui vont arriver, qu'on sache que le ministre de l'eau et de l'énergie, quand il est arrivé, il avait une richesse estimée à peu de 100 millions. Et quand il est parti, voici à quoi ressemble sa fortune. Donc, c'est ce que nous attendons du chef de l'État. C'est cette transparence-là que nous voulons. Et vous allez voir, aveuglément, moi, j'accompagne le chef de l'État, je le suis. Tu n'es pas Thomas. Tu n'attends pas de voir. Non, je n'attends pas parce que en réalité, voyez-vous, j'ai aimé un slogan à travers les banderoles qui sont accrochées un peu partout dans la ville de Yaoundé. Le chef de l'État appelle la jeunesse à s'unir à lui pour affronter l'avenir. Et là, je me suis dit, en tant que jeune, il est temps pour moi de me lever. Je n'ai pas besoin d'attendre de voir s'il va réaliser ou pas ce qu'il a dit. Je me lève pour accompagner le chef de l'État à réaliser ce qu'il a dit. Et c'est en 2032, au cas où il finit son mandat, que nous allons donc nous asseoir pour évaluer son septennat. Bertrand, la main tendue, tendre la main à tous et à chacun pour jeter les bases d'un avenir prometteur pour la jeunesse. Il appelle à l'union sacrée. Il demande, il dit, joignez-vous à moi. C'est l'heure du rassemblement. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur et qu'est-ce que vous attendez avec cet appel et cette main tendue du président?
Je pense qu'en 43 ans, le président a déjà tout vu. Il peut même déjà prendre des résolutions seul. Parce que pendant 43 ans, les gens ont été autour de lui. Il y a des ministres aujourd'hui qui sont là depuis plus de 20 ans. Ça veut dire que tout le reconduit, il fait bien. Pour reconduire le même ministre dans un ministère. Pendant 20 ans. On a Pendant 20 ans. ministres comme ça qui ont fait 20 ans au même poste. Jean-Jacques, comment ne pas expliquer qu'il travaille bien? C'est ça la conclusion logique. Il travaille bien. C'est qu'il travaille bien. Quelle est la main tendue encore que le président demande? Que quelqu'un fait dans un département ministériel 20 ans. Mais lorsqu'on évalue réellement si ce ministère donne vraiment bonne satisfaction, il faut être vraiment un simple adjuvant pour dire oui, sans analyse. Je pense que le président de la République, il est temps qu'il prenne seul ses responsabilités. À la limite, qu'il ne consulte plus personne. C'est-à-dire, il s'enferme dans son bureau, il prend des résolutions, il publie. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Parce que dire aujourd'hui qu'il mesure la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes... Je vous assure, Jean-Jacques, le président est celui qui maîtrise tout. Que ce soit à minuit qu'à 6 heures. Que ce soit à midi qu'à 18 heures. De toi à moi, on ignore tout. Parce qu'on n'a pas de base. J'ai été un peu dérangé tout à l'heure lorsque l'économiste nous parle du barrage de Nachtigal. Ce sont les domaines que nous autres, on ne maîtrise pas. Si c'était le domaine mécanique naval, maintenance mécanique, je peux encore connaître quelque chose. Mais quand il nous dit ça, j'ai comme l'impression que je vais pleurer. Pourquoi les gens nous embrouillent? Pourquoi les gens nous font comprendre que le projet-ci, c'est ça qui va venir relever le Cameroun pour qu'on ne souffre plus? Mais à la fin des comptes, on est encore sur place. Il faut que ces gens rendent compte aux Camerounais. C'est trop. Aujourd'hui, que tu sois de l'opposition extrême, des gens qui veulent que le Cameroun finisse, à l'écoute du discours d'aujourd'hui, il y a lieu quand même de relever une pertinence dans le sérieux du contenu du discours du président. Il est déçu. Maintenant, les qui, ils veulent encore qu'il se joigne à sa main. Moi, j'ai une entreprise. J'ai une entreprise, ça fait depuis janvier. C'est difficile de décoller. C'est difficile de décoller. Au centre de formation de création d'entreprise, on est passé là-bas. Mais on se retrouve qu'on n'a pas, on n'a rien. Tu fais le tour des mairies, tu expliques au maire, tu lui montres, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que les marchés qui sont chez lui là, il a lui-même des sociétés qui le passent. Donc quand tu viens bavarder là, je te dis que tu vas atteindre. Donc il faut que le chef de l'État comprenne que nous les jeunes on souffre. Énormément. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire. Ce n'est pas parce qu'on ne veut rien faire. Je refuse le langage auquel on veut donner un qualificatif aux jeunes, les délinquances juvéniles, la facilité. Je condamne cela. Et je voudrais dire ici que l'une des choses que le chef de l'État doit ajouter, c'est que voici les élections municipales et législatives qui arrivent l'année prochaine. Il faudra qu'à partir de son parti, qu'on retrouve le nombre de députés qui sera élu au RDPC soit des jeunes de moins de 35 ans. Ça sera encore cohérent, devient ajouter, c'est-à-dire que les plans qu'il était en train de faire aujourd'hui, qu'on retrouve. À mon atelier chez nous, il faut regarder qui est le plus jeune. C'est le président du FDC. Parcourez un peu. FDC. Oui. Parcourez un peu les communes. Vous allez trouver que le plus jeune conseiller, de mon atelier, c'est lui. Mais va un peu dans d'autres. Tu vas trouver les 50 ans au moins. C'est le plus jeune là-bas. 50 ans. 55 ans. 60 ans.
Et pourtant, Il est on a retraité. des gars qui ont fini avec le master 2 à 23 ans. On va aussi voir un secrétaire de la D'accord. présidence. Salut, Jean-Jacques. La phase des projets énergétiques nationaux portant sur le réseau électrique est un gros serpent qui est contrôlé par des personnes qui n'aiment pas le Cameroun. Je suis spécialiste et en optimisation, contrôle et protection des réseaux électriques intelligents ici au Québec, ça vient du Canada, avec un niveau très élevé de connaissances. J'ai posé la question aux responsables de la Sonatrel. Pourquoi les équipements que vous installez sur les postes au niveau des équipements de commande sont des types électromécaniques alors que nous visons une intégration des sources intermittentes? Je suis tombé en pleurs voyant le coût financier pour des situations répétitives sans solution. C'est docteur Alain Leka, il dit « Je pleure et j'ai mal. Nous aimons notre pays, mais aidez-nous à venir construire gratuitement notre pays avec nos compétences dans le domaine de l'énergie. » L'expert qui parle a raison sur le plateau. On salue ceux qui nous écoutent, hein, nous sommes depuis le Canada. On est en train de sortir l'émission justement Mohamed Ali sur ces questions, sur les priorités que devrait être celles du chef de l'État lorsqu'il appelle à l'union sacrée. Il doit faire quoi pour que l'union sacrée se construise? On rappelle qu'il y a quand même encore eu des jeunes qui ont manifesté leur colère. Les 53% du président Paul Biya, c'est le plus mauvais score depuis 1992. Il y a une abstention encore de 4 millions au moins de personnes qui ne sont pas allées voter. Comment faire pour les amener à l'union sacrée? Jean-Jacques Zé, c'est à travers les actes que le président va prendre. J'étais bien amusé aujourd'hui quand le président de l'Assemblée nationale a remis le bic et il a dit que c'était pour prendre les décisions. Je crois qu'entre... En mettant l'accent sur le gouvernement. Sur le gouvernement. Le président est comme vous, hein, comme, ils veulent que ça bouge. Aujourd'hui, les attentes sont dans tous les domaines. Dans la région de l'Est d'où je viens, il y a beaucoup de chantiers miniers qui nourrissaient des familles qui sont fermées. Vous avez un petit litige pour l'eau tranchée. Je parle de la situation du serpent de mer qu'on appelle Kambele aujourd'hui. Vous avez un côté, un camp et l'autre. Ils sont en train de discuter et c'est le peuple qui paye. Et c'est la jeunesse parce que dans ces chantiers, il y a des jeunes qui trouvaient leur compte. Donc moi, je pense qu'il faut des gens... C'est pourquoi parfois, Jean-Jacques, il faut qu'on arrête le saupoudrage. Quand il y a un problème, on dit à notre père, le président Paul Biya, c'est le père des Camerounais. Nous, on n'a que connaître lui. Moi, je vous dis, quand je parle du président Paul Biya, je parle avec émotion. C'est mon père. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Alors, il faut que les gens arrêtent, lorsqu'il y a un problème, de faire semblant. Il faut résoudre les problèmes. Les problèmes des jeunes sont simples. S'ils ont besoin des opportunités, Jean-Jacques, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un communiqué de recrutement à la SNH. À la CSPH. Elle demandé que tu es qui? Au FEICOM, par exemple. On lance les concours pour la fonction publique. Moi, jeune Bororo, je m'imagine dans un bureau à la SNH. Mais comment? Chaque jour, pourtant, on recrute dans ces sociétés. Lorsqu'on se dit des apôtres, il y a même des créatures. Je vais caricaturer un peu. Mais lorsqu'on aime son président, les mesures qu'on doit prendre doivent être des mesures qui doivent également faire en sorte que le peuple qui a élu le président soit satisfait. Qu'on nous dise au poste national, au journal de 17 h par exemple, ou bien à Info TV au journal, qu'on veut recruter 100 jeunes à la CNPS. Le grand directeur général Mokulu Vondo, sûrement il me suit. On sera très content, même si je postule, je n'obtiens pas le poste. Je dirais au moins que l'année prochaine, il est ouvert, il est transparent. Voilà, l'année prochaine, il valorise le mérite. Voilà, l'année prochaine, il y aura peut-être encore une opportunité dans une autre société. Ça, c'est des petites choses que ces responsables doivent savoir, que nous, les jeunes, c'est ce qu'on attend. On peut même être au village, on ne fait rien. Mais le fait d'avoir vu un jeune du village partir à la SNH, on s'est dit que mon jour va arriver. On va rapidement maintenant, bonsoir, je disais, il faut dire à mon ami sur le panel, d'ailleurs, Angelo Toueli, demande si tu es déjà biaïste sur le plateau, tant que tu as un peu de biaïsme là. Le message qui vient d'Italie, il faut dire à mon ami sur le panel que s'il est atteint du syndrome de Stockholm, c'est son problème. Tous les jeunes n'aiment pas le président de la République. On cite des universités qui sont dernières en Afrique et forment des benskinners supérieurs. Vous souvenez-vous encore de ce qu'avait promis le président en 2018? Il avait promis la mécanisation de l'agriculture, la poursuite des grands chantiers. Et Olembe est toujours là.
le président va faire son discours et dérégler son pouvoir. Ensuite, comme depuis un moment, le 237 était parmi les premiers pays cités en Afrique il y a 45 ans. Aujourd'hui, on va prendre un an, ainsi de suite. D'abord, Jean-Jacques, je sors rapidement. De réagir. Voilà, on ne refuse pas la parole aux aînés. Oui, Jeanne, on apprécie le raisonnement que vous avez établi tout à l'heure sur le problème énergétique. Et comme on sait, on l'a dit, on fera toute une émission sur cette question-là. Mais on est sur la question de l'union sacrée. Elle devrait passer par quoi pour asseoir une véritable union sacrée autour du président Biya? C'est lui, le président de la République. Disons, j'aimerais revenir sur le message qui ressort des récentes élections. Les Camerounais ont envoyé un message clair. C'est que quand on regarde notre pays aujourd'hui, le chef de l'État a eu 53,66% et le reste va à l'opposition. On a un pays qui est quasiment coupé en deux. Oui. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut un discours d'apaisement. Il faut un message clair sur la modernisation ou l'amélioration de la gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça a plusieurs points. Un, dire qu'on veut avoir une gouvernance basée sur l'amélioration du bien-être de la population, sur des valeurs telles que le mérite, sur l'égalité des chances. C'est ça qui va permettre aux jeunes de toutes les régions du Cameroun de s'agréger derrière un message et une vision. Le deuxième point, là où il y a le bas blesse souvent, c'est le choix des hommes. Une fois qu'on a défini le cap, c'est quoi? C'est que les Camerounais ont envoyé un message sur le fait qu'ils n'ont pas d'emploi. La vie est chère. Les infrastructures économiques et sociales sont dans un état de délabrement avancé. Il faut remettre le pays en chantier. Donc, je dis, un, avoir cette vision. Deux, choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et là aussi, donner l'égalité des chances, choisir les meilleurs Camerounais, qu'ils proviennent de l'intérieur du pays ou de la diaspora. Cameroun a la chance d'avoir beaucoup de ressources humaines. D'accord. Le troisième point, c'est sanctionner. C'est sanctionner. Et c'est alors que quand le chef de l'État dit qu'il va sanctionner, qu'il va revenir renforcer la lutte contre la corruption, si on a une politique, si on choisit des hommes, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de résultat. C'est un peu ça. D'accord, professeur. Comment bâtir cette union sacrée autour du président Paul Biya? On a parlé de la diaspora tout à l'heure. Elle a lancé un appel à la diaspora, mais on sait que quasi majoritairement la diaspora a voté contre le président Biya. Comment construire dans ces conditions-là une union sacrée? Bien, après le discours inaugural de ce jour, qu'est-ce que les Camerounais attendent du chef de l'État? Les Camerounais attendent des actes concrets. Et tout partira des premiers actes que le chef de l'État posera. Et quand il parle d'union sacrée, je vois cette union sacrée comme les efforts que tous les Camerounais doivent faire pour accepter les mesures même que le chef de l'État prend. Elles peuvent être révolutionnaires, même au niveau, par exemple, des impôts, s'il y a des impôts nouveaux concrets, pour faire face à un problème peut-être de construction d'infrastructures routières, que ceux des Camerounais qui doivent payer cet impôt-là le payent comme cela se doit. Quand j'entends parler de l'union sacrée, je pense également au fait que chaque Camerounais doit faire bien ce qu'il a à faire. Parce que si, j'ai souvent l'habitude de dire qu'avant de critiquer le chef de l'État, commencez d'abord par vous-même. Est-ce que vous faites bien le travail pour lequel vous êtes là? Un enseignant d'université ou bien un enseignant du secondaire qui a peut-être 6 heures de cours par semaine. Il manque 4 heures, il vient 2 heures, il vient enseigner 2 heures de cours par... Il ne fait pas bien son travail. Hein? Le proviseur du lycée, qui au lieu de recruter, de mettre sur pied une commission de recrutement à la rentrée scolaire, s'enferme dans un bureau et envoie les gens prendre 100 000 francs pour l'entrée en 6e. C'est-à-dire, quand les enfants ont fait le concours, on n'a même pas pris ceux qui ont eu de fortes notes, mais le proviseur s'enferme pour... c'est en fonction des enveloppes. Oui, c'est en fonction des enveloppes. Tout le monde semble connaître. Donc, moi, je crois que chacun doit bien faire... C'est devenu une norme. C'est une norme. On sait combien il faut payer. Premier ou second cycle. Très bien, mon cher Jean-Jacques. Donc, l'union sacrée, c'est que chacun fasse très bien son travail là où il est
affecté. Si vous acceptez d'être administrateur civil, que vous soyez un très bon administrateur civil. Si vous êtes même balayeur de rue, vous êtes éboueur, vous travaillez à Zakam, faites bien votre travail. N'attendez pas que la manne tombe du ciel. Donc je crois que l'union sacrée, c'est comme ça un peu que j'entends l'union sacrée. Et comme il y a également le mécanisme de sanction. Il faut que le chef de l'État sanctionne ceux qui... arrête un peu l'impunité. Voilà, qui sanctionne ceux qui détournent les deniers publics, ceux qui sont corrompus, vraiment, parce qu'il est le mieux renseigné. Donc, il sait qui fait quoi. Il sait qui... Il est très bien renseigné il a félicité Elekam. On va sortir par là. Donc, il a félicité Elekam dans un contexte où beaucoup semblent dire que Elekam, ça ne vaut pas la peine. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas un peu... Il faut reconnaître que la tâche n'a pas été facile pour Elekam d'organiser ces élections. Les gens attendent des réformes, même des Elekam. Oui, il y a des gens qui attendent des réformes. Ça veut dire que lui n'est pas dans ce sens-là. Le Conseil électoral d'élections Cameroun a bravé, n'est-ce pas, toutes ces accusations et autres. Voilà. Et je voudrais me joindre au chef de l'État pour féliciter cette institution qui s'est battue, n'est-ce pas, pour organiser à son niveau cette élection. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Elle a quand même été accusée avant, pendant et même après cette élection. Qu'on accuse à tort et les camps. S'il félicite, c'est qu'il a tranché. Ouais. C'est ça là. Jean-Jacques, moi, au-delà des félicitations, je voudrais dire, puisque c'est ma dernière prise de parole, que au niveau des jeunes, nous attendons des actes. Pas seulement du chef de l'État, mais tout le monde qui aura le privilège d'être choisi par le chef de l'État. Je parle des ministres, des députés, même les députés. Quand vous êtes élus, allez chez vous au village, entretenez-vous avec les jeunes. Monsieur les directeurs généraux, nous sommes là, nous sommes dans les universités. Venez nous chercher et donnez-nous du travail. C'est tout ce que nous demandons. Nous aimons notre président. La seule chose que nous voulons, c'est des opportunités. Et ces opportunités, vous avez des possibilités de nous les donner. Donnez-nous des possibilités. Il y a des jeunes là, lui il n'a que le BPC. Il veut être même agent d'entretien. On a compris cela. C'est tout ce que nous demandons. Félicitations à Elekam, c'est bon. Oh, oui, nous avons toujours eu un langage très doux avec les efforts que Elekam fait. Nous ne disons pas que c'est beaucoup. Il n'y a plus rien d'autre, mais Elekam est en train de se battre. Mais il faut également dire que Elekam fait ce qu'on lui demande de faire. La réforme, ce n'est pas Elekam. Ce n'est pas Elekam. C'est le code électoral. Exactement. Et pour qu'on ait donc ce code électoral, il faut que les gens s'y revendiquent, pour certains, qu'ils ont été élus et tout, qui partent prendre la majorité au niveau de l'Assemblée pour donc changer ce code-là qui nous dérange et tout. Et on pourra se retrouver. Et que les jeunes entrent dans les conseils municipaux. Que tout le monde doit se mettre dans le sens de la paix. L'ordre doit régner dans notre pays. On a quelques sous-préfets des régions septentrionales qui nous envoient des messages. Ils reçoivent également de nombreux messages de menaces. Dans tous les cas, le processus électoral, l'élection présidentielle 2025 est terminé. Il faut qu'on se mette maintenant dans la préparation des prochaines échéances électorales en paix, avec la main tendue et l'union sacrée. Merci d'être venu à l'émission. Merci à ceux qui ont regardé. Rendez-vous demain 21h. À vous la parole reçoit le docteur Moïse Mbok, ancien porte-parole de Issa Tiroma Bakary. Demain 21h.